Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. À la une ce soir, un bras de fer politique et économique qui secoue le pays, la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie, un dossier explosif qui oppose directement le Premier ministre Nikol Pachinian à l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, Samvel Karapetyan. Selon certains analystes, tout a commencé avec une interview. Propriétaire de cette entreprise stratégique, l'homme d'affaires a affiché son soutien à l'Église arménienne, affirmant qu'il la protégerait à sa manière. Des propos perçus comme une menace par les autorités qui ont mené à son arrestation et à son placement en détention pour 2 mois. Dans la foulée, le gouvernement a dénié son projet de loi, reprendre le contrôle de cette entreprise jusqu'ici privée. Hier, le texte est arrivé en procédure d'urgence au Parlement et juste avant le vote, le Premier ministre Nikol Pachinian a durci le ton, lançant un avertissement qui rassemble fort à une menace aux employés de l'entreprise, ceux qui délaissent leur poste pour, je cite, des intrigues politiques seront licenciés dès le mois de juillet et ceux qui ont les forces à participer à des rassemblements seront poursuivis en justice. Écoutons un extrait de son intervention. Les gars puissants de la combinaison cuivre-molybdène de Zangezur vont bientôt se retrouver devant nos portes. Qu'ils se tiennent prêts. Personne ne sera pardonné. Personne, pour que tout soit clair. Ensuite, ce sont les employés qui démissionneront, dénonceront, coopéreront avec les autorités et fourniront des témoignages précis. Personne ne sera exempté. Nous avons suffisamment de leviers pour protéger ces personnes. Quant à ceux qui ne coopéreront pas avec les autorités, ils seront poursuivis, tandis que les employés coopérants seront encouragés. Et ceux qui ont joué un grand rôle dans ces illégalités, je doute qu'ils trouveront du travail, peut-être travailleront ensuite à Tachir Pizza ou non, je ne suis pas sûr. Faut-il normaliser les relations avec la Turquie et ouvrir les frontières? La question divise et inquiète en Arménie. D'un côté, la promesse d'un désenclavement économique, de l'autre, la crainte d'une perte de souveraineté face à un voisin aux ambitions grandissantes. La clé de ce dilemme réside dans un projet, le corridor médian. Mais derrière les opportunités économiques, quels sont les risques? Et l'Arménie a-t-elle les moyens de les gérer? Voici l'analyse de nos spécialistes. Les relations arméno-turques restent complexes et au point mort, malgré certains efforts diplomatiques ces dernières années, notamment de la part de l'Arménie. Le turcologue Ruben Safrastian le constate, il n'y a pas de progrès significatif. Sur le fond, je ne vois aucun changement dans les relations arméno-turques. La Turquie a annoncé sa position au plus haut niveau, c'est Erdogan qui l'a dit. Tant que l'accord de paix arméno-azerbaïdjanais ne sera pas signé, la Turquie ne fera aucun pas pour normaliser ses relations avec l'Arménie. Et la Turquie maintient cette position. Dans ce contexte, le projet du corridor médian, une priorité stratégique pour la Turquie, devient un catalyseur majeur pour relancer les contacts diplomatiques. À mon avis, oui. Ce corridor médian est très important pour la Turquie. Pourquoi ? Premièrement, le plus évident, c'est d'avoir une route rapide vers l'Azerbaïdjan, non contrôlée par l'Arménie. Deuxièmement, c'est d'avoir un lien pour réaliser des projets avec les pays turcophones d'Asie centrale. Selon l'académicien, si le chemin de fer Turquie-Arménie-Azerbaïdjan était lancé, la Turquie pourrait considérablement accroître son influence mondiale, en reliant la Chine à l'Europe. D'après le turcologue, la réalisation de ce corridor se heurte à des obstacles majeurs en matière d'infrastructure. Le système ferroviaire turc n'est même pas connecté au Nakhitchevan. Même si le soi-disant corridor de Zangezur ouvrait demain, la Turquie n'a pas la voie ferrée nécessaire. C'est pourquoi ils ont commencé à construire la ligne Kars-Nakhitchevan, qui fait plus de 200 km. Et selon les données officielles, cette construction, qui traverse un terrain très difficile, ne sera pas achevée avant 2029. Ruben Safrastian estime que si la normalisation des relations et l'ouverture des communications peuvent ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, elles comportent aussi des risques bien réels. Oui, ces dangers existeront. Nous devons être capables de les gérer. Nous devons avoir les moyens de rendre ces dangers gérables. Les spécialistes en sont convaincus, la normalisation des relations arméno-turques et la réalisation du corridor médian exigent des mécanismes clairs pour défendre les intérêts de l'Arménie. Afin de pouvoir profiter des opportunités régionales tout en maîtrisant les risques.
Un événement diplomatique notable, le premier appel téléphonique en 3 ans entre les présidents russes et français, au menu des discussions entre Macron et Poutine, le Proche-Orient et l'Ukraine. Mais si l'on met cet appel en perspective avec les autres signaux venus de Russie, les récents contacts arméno-turcs, et si l'on se souvient du lieu et des acteurs présents lorsque l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont reconnu leur intégrité territoriale mutuelle sur la base de la déclaration d'Alma-Ata et de la surprise que cela avait alors provoqué, un tableau très intéressant se dessine. En toile de fond de toutes ces manœuvres, il y a une lutte acharnée pour l'ouverture et le contrôle des routes reliant l'Est et l'Ouest. Naturellement, selon certains analystes, l'Union européenne souhaite que ces routes contournent la Russie et échappent à toute influence de Moscou. De leur côté, la Turquie et l'Azerbaïdjan cherchent non seulement à concrétiser ces projets, mais aussi à s'assurer que l'Arménie ne dispose d'aucun levier de pression, alors même que ces routes traversent son propre territoire. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les différentes visions qui s'affrontent. Les formulations d'Emmanuel Macron sur les frontières ouvertes, le projet de corridor de Zangezur promu par les Turcs et le carrefour de la paix de Nikol Pachinian. Au final, tous ces projets tournent autour d'un seul et même enjeu stratégique, le corridor médiane. Décryptage et analyse de cette situation complexe avec Diana Karapetian et Monica Hayroyan. La récente montée des positions anti-russes en Arménie et en Azerbaïdjan pourrait être directement liée à la présence croissante de l'Union européenne et de la Turquie dans la région. La question est d'autant plus sensible avec l'avancement du projet du corridor médian qui tente de connecter la Chine à l'Europe en passant par la Turquie et la mer Caspienne, et donc en contournant la Russie. Il ne s'agit pas seulement du corridor médian, mais de toutes les voies de transport. L'Arménie déclare être prête à ouvrir toutes les routes, prête à fournir une voie pour connecter l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, prête même, disons-le, à fournir une route pour le Grand Turan. L'enjeu ne se limite donc pas à un seul projet. Ces projets sont vastes, divers et complexes. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le corridor médian. Il faut comprendre qu'il s'allie de toutes les communications. On ne peut pas ouvrir un corridor ici, une route là, et laisser l'Arménie en situation de semi-blocus. Le problème doit être envisagé de manière beaucoup plus globale. Face à cette offensive, l'Arménie propose sa propre vision, l'initiative du Carrefour de la paix, qui vise au déblocage des communications sur la base de la souveraineté, sans partie dominante ni privilège particulier pour aucun État. Le blocus de l'Arménie a été orchestré pendant des années par l'Azerbaïdjan et la Turquie. L'Arménie a été tenue à l'écart de tous les projets régionaux. Il y a eu des exceptions, bien sûr, comme l'Union économique eurasiatique, où l'Arménie a trouvé des mécanismes pour participer. Mais fondamentalement, nous voyons bien que l'Arménie a été exclue de tous les projets menés dans notre région. Cela dit, cette exclusion était basée sur les réalités de l'époque. Aujourd'hui, la situation a quelque peu changé. Et il est désormais impératif de bien calculer nos coûts avant d'apposer notre signature au bas d'un quelconque projet. Mais dans cette même région, la Turquie et l'Azerbaïdjan poussent activement un projet concurrent, le fameux corridor de Zangezur, qui prévoit une route reliant l'ouest de l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan et à la Turquie en traversant le sud de l'Arménie. Nous assistons à l'influence croissante de la Turquie dans notre région, une influence qui prospère sur l'affaiblissement de ses principaux concurrents, à savoir la Russie et l'Iran, dans le Caucase du Sud. C'est donc une région où se joue un choc d'intérêts multiples et complexes, et où tout change très rapidement en raison des bouleversements géopolitiques mondiaux. Ces projets de transport ont depuis longtemps dépassé le simple cadre économique. Ils sont devenus de véritables outils géopolitiques impliquant l'Union européenne, la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine. L'UE en particulier a intensifié son engagement au cours de l'année écoulée, cherchant à établir des routes fiables et sûres vers le Caucase et au-delà vers l'Asie centrale. La Turquie a maintenant l'opportunité de devenir un acteur plus influent dans notre région, et je pense qu'elle va tenter de saisir cette chance. La Turquie, en tant que membre de l'OTAN, tente de devenir le maillon central de ce processus, ce qui préoccupe fortement la Russie. Pour Bakou et Ankara, le corridor médian et le corridor dit de Zangezur deviennent stratégiques non seulement pour le commerce, mais aussi pour étendre leur influence. Le déblocage des voies de transport lorsqu'il est présenté comme un carrefour basé sur des intérêts mutuels peut devenir une véritable plateforme de coopération. Mais lorsqu'il est imposé comme un corridor aux allures de levier politique, il ne fait qu'attiser les tensions. Dans ce contexte, le carrefour de la paix arménien est perçu comme une réponse au projet de l'Union européenne, de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, tentant de promouvoir une approche inclusive et fondée sur la souveraineté. Il est difficile de dire quel type de corridor les autres acteurs régionaux envisagent, quelles routes ils imaginent, et surtout sous quel contrôle ils voient les futures routes qui devraient traverser le territoire arménien. Il est très complexe de prédire quels projets pourraient converger et lesquels pourraient entrer en conflit. Les représentants du gouvernement arménien le martèlent. Le déblocage des communications doit se faire par des moyens pacifiques, sans recours à la force ou à la menace, sans violation de la souveraineté et dans le respect du droit international. Autrement, toute approche de type corridor risque de jouer non pas un rôle de connexion mais de division, devenant une nouvelle source de tension.
Le Premier ministre Nikol Pachinian a dû s'expliquer devant la Commission de prévention de la corruption suite à des propos particulièrement virulents et insultants, notamment à connotation sexuelle, tenus à l'encontre de membres du clergé. Dans le viseur de la Commission, également des expressions comme « archevêque va continuer de taper la femme de ton oncle »,« fous-moi la paix » ou encore « ferme-la et retourne à ta place »,« ne me tape pas sur les nerfs » et la menace « je vous mettrai dans le sous-sol des services de sécurité ». Une procédure pour violation du code de conduite a été ouverte. La commission a 3 mois pour rendre ses conclusions. Selon la loi, elle pourrait soit exhorter le Premier ministre à présenter des excuses, soit estimer qu'il doit assumer une responsabilité politique, pouvant aller jusqu'à la démission. Sur le fond diplomatique, le ministre de la Défense, Souren Papikian, a reçu l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny. Selon le ministère, ils ont salué les progrès de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et ont défini les axes futurs du partenariat de 2 pays. Le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, s'est quant à lui entretenu par téléphone avec son homologue canadienne, Anita Anand. Il a souligné l'importance du soutien continu du Canada à la démocratie et au développement de l'Arménie et a présenté l'initiative du Carrefour de la paix. Les 2 ministres ont également discuté de l'aide humanitaire fournie par Yerevan pour l'évacuation de citoyennes de pays tiers, y compris canadiennes, via l'Arménie en raison de la situation en Iran. À l'international, en Azerbaïdjan, la crise avec la Russie prend une nouvelle dimension. Toutes les écoles en langue russe pourraient bientôt fermer. Selon les médias azerbaïdjanais, des parents d'élèves ont déjà reçu des notifications annonçant une fermeture progressive, une mesure visant officiellement à renforcer la position de la langue azerbaïdjanaise. Cette annonce intervient en plein cœur d'une dégradation spectaculaire des relations entre Moscou et Bakou. Et cette décision a été vivement saluée à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est empressé d'appeler son homologue azerbaïdjanais pour lui assurer que, je cite, « l'Ukraine soutient l'Azerbaïdjan au moment où la Russie la ridiculise et le menace ». Un soutien qui mérite cependant d'être mis en perspective. Je vous rappelle que le président ukrainien avait été l'un des premiers à féliciter le président Aliyev pour sa victoire dans la guerre des 44 jours. Et c'est alors même que Bakou était accusé d'avoir utilisé des armes en phosphore interdites par l'ONU contre les populations civiles du Haut-Karabakh. Cette complexité nous ramène à la situation actuelle en Russie, car pour l'heure, il est difficile de déterminer si les droits des ressortissants azerbaïdjanais sont bafoués ou s'ils répondent réellement de crimes, notamment de meurtres, comme l'affirment les autorités russes. Pour plus de détails, voici le reportage de Diana Karapetian. La tension entre la Russie et l'Azerbaïdjan atteint un point de rupture. Accusations mutuelles, expulsions et arrestations s'enchaînent, le tout sur fond d'humiliation publique et de violence. Moscou et Bakou s'enfoncent dans une spirale de méfiance. D'un côté, la Russie procède à des arrestations massives de personnalités issues de la diaspora azerbaïdjanaise, soupçonnées de crimes anciens et présentées comme des hommes d'affaires liés au crime organisé. De l'autre, Bakou riposte en arrêtant des journalistes russes sous couvert d'accusations de crimes organisés. À Yekaterinburg, le chef de l'organisation Azerbaïdjan-Oural, Shahin Shinklinsky, a été arrêté. Lui et son fils ont été interpellés par les forces spéciales près du Bakou Plaza. Les vitres de leur voiture ont été brisées et ils en ont été extraits brutalement. Auparavant, 6 membres d'un groupe criminel ethnique avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur des meurtres commandités entre 2001 et 2011. À Voronezh, c'est l'homme d'affaires Youssif Khalilov qui a été arrêté. En riposte, à Bakou, 8 citoyens russes ont été arrêtés pour trafic de drogue présumé depuis l'Iran et pour cybercriminalité. Un tribunal les a placés en détention pour 4 mois. Les images diffusées témoignent de violences et d'humiliations subies durant leur interpellation. Lors d'un briefing spécial, le parquet général d'Azerbaïdjan a affirmé que les frères azerbaïdjanais Hussein et Ziadin Safarov sont morts à Yekaterinburg des suites de multiples passages à tabac. Fait notable, la presse azerbaïdjanaise avait révélé que les frères Safarov étaient des proches parents du tristement célèbre Ramil Safarov. Le corps de Ziadin a été rapatrié à Bakou sans une de ses
côte, couverts d'échymoses et d'œdème. Une enquête pour meurtre a été ouverte, supervisée par le procureur Nemat Avazov. Ils ont été battus à mort, l'affaire est sous notre contrôle. Son collègue, le procureur Ilgar Safarov, a rejeté avec colère la version russe selon laquelle Hussein Safarov serait mort d'une insuffisance cardiaque aiguë lors de la descente de police. La presse russe tente de présenter l'incident comme la conséquence de problèmes de santé, mais les conclusions des experts azerbaïdjanais disent tout le contraire. Au total, 14 Azerbaïdjanais ont été arrêtés en Russie. Selon Bakou, 7 d'entre eux ont subi des violences, 2 sont morts, 2 sont hospitalisés et 1 est expulsé. Parallèlement à l'arrestation des employés de Sputnik Azerbaïdjan accusés de lien avec les services secrets russes, un collaborateur de Russia Today en visite privée à Bakou a également été interpellé. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Moscou a de nouveau été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour recevoir une note diplomatique encore plus dure que la précédente. Les agissements de Bakou sont considérés comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, a déclaré le vice-ministre Mikhail Galouzine à l'ambassadeur, exigeant la libération immédiate des journalistes russes. Il a également souligné que la campagne anti-russe en Azerbaïdjan était selon lui orchestrée par le pouvoir en place. Dans ce climat de crise ouverte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est empressé d'appeler son homologue azerbaïdjanais et a souligné l'Ukraine soutient l'Azerbaïdjan au moment où la Russie se moque de lui et le menace. Rupture spectaculaire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Par décret, le nouveau président Massoud Pezeshkian a suspendu toute coopération avec cette agence importante. Ses inspecteurs se voient désormais interdire l'accès au territoire iranien. Une mesure qui restera en vigueur, je cite, tant que la sécurité des sites et des scientifiques nucléaires iraniens ne sera pas assurée. Enfin, au Proche-Orient, Donald Trump a affirmé dans une publication qu'Israël avait accepté les termes d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. Une annonce qui intervient alors qu'Israël a mené ces dernières heures des frappes massives au Liban. Pendant ce temps, la situation humanitaire à Gaza reste catastrophique. Selon Al Jazeera, 109 Palestiniens ont été tués, dont 28 abattus, alors qu'ils attendaient de la nourriture à des points d'aide humanitaire. Depuis plusieurs heures, le service de sécurité nationale mène une perquisition au siège de la société Tachir. Le comité d'enquête a commenté « Dans le cadre d'une procédure pénale initiée pour blanchiment d'argent et évasion fiscale à une échelle particulièrement grande, des actions d'enquête urgentes sont menées au siège du groupe Tachir par la Direction générale d'enquête sur les crimes économiques et la contrebande du comité d'enquête. » L'Assemblée nationale a adopté en première lecture par 65 voix pour et 30 contre le projet de loi visant essentiellement à la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Les gars puissants de la combinaison cuivre molybdène de Zangezur vont bientôt se retrouver devant nos portes. Qu'ils se tiennent prêts. Personne ne sera pardonné. Personne, pour que tout soit clair. Ensuite, ce sont les employés qui démissionneront, dénonceront, coopéreront avec les autorités et fourniront des témoignages précis. Personne ne sera exempté. Nous avons suffisamment de leviers pour protéger ces personnes. L'enquête sur l'affaire Karapetian n'est pas menée de manière équitable. Les poursuites ont été engagées sur la base d'une plainte déposée par le procureur général dont une copie ne leur a pas été fournie. Nous parlons d'un délit présumé de gravité moyenne. D'ailleurs, si cette affaire était jugée au fond, la peine pourrait être une amende. Mais Samuel Karapetian est maintenant en détention. Et le fait d'avoir participé, d'être intervenu à notre manière, quel litige juridique peut-on avoir au sujet de ces déclarations ? N'importe qui, après avoir rempli ses obligations professionnelles, disons après le travail ou les jours de congé, a le droit d'exprimer son opinion sur telle ou telle question. Et sur ce point, la rhétorique que présente le Premier ministre est également inacceptable pour moi. Agazaria n'a pas l'intention de soutenir Karapetian, il n'est pas d'accord avec sa position, mais il considère également que c'est une erreur de restreindre ceux qui le soutiennent. Alex Anian réplique à ce point de vue, les employés des réseaux électriques d'Arménie ne devraient pas s'occuper de questions politiques. Les lois que nous avons aujourd'hui, sans même ce projet qui a été voté aujourd'hui en première lecture, la législation que nous avons est entièrement suffisante pour gérer les activités liées à n'importe quel monopole naturel d'une manière qui soit maximalement acceptable pour la société et pour l'État. Les moyens existent, ces lois existent aujourd'hui. Et ceci s'appelle du racket. Les développements autour du groupe Tachir aggravent les tensions entre le pouvoir et le grand patronat. Les perquisitions du service de sécurité nationale et les messages fermes du Premier ministre sont un signal clair. Le gouvernement est prêt à des mesures drastiques pour renforcer son contrôle. Cependant, les réactions de l'opposition et les préoccupations des défenseurs des droits de l'homme témoignent également d'une possible composante de persécution politique. Dans la seconde moitié de la journée, il a été annoncé qu'après une perquisition d'environ 6 heures, le service de sécurité nationale a saisi des ordinateurs et des documents au siège de la société Tachir.
Et une triste nouvelle, drame au château de Versailles. Une touriste américaine de 10 ans est morte subitement hier soir dans la cour du domaine. La fillette a été prise d'une malaise foudroyant sous les yeux de ses parents. Le secours rapidement sur place n'ont rien pu faire. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort. Une autopsie a été ordonnée car pour l'heure ce décès reste inexpliqué et aucune trace suspecte n'a été relevée sur le corps de l'enfant. C'est la fin de cette édition. Sur place, travaillait Hasmi Karakelian. Je vous souhaite très belle soirée. À très vite.